Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du week-end sur Tosungana Télévision, direction Kananga, dans la province du Kasaï central, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé au lancement des travaux de la route Kalamba-Mbouji. Les ministres d'État aux ITP, Alexis Guizarro, a profité visiter la voirie de la ville de Mbouji-Maï le vendredi 9 septembre en prélude du lancement des travaux par le chef de l'État. Regardez. En partance pour Kananga dans le Kasaï central, les ministres d'État des infrastructures et travaux publics a passé quelques heures dans la ville de Mbouji-Maï ce vendredi 9 septembre. Dans la suite d'Alexis Guizarro, le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tombachikela, et le numéro 1 de Safrimex. L'occasion faisant les larrons, les patrons des infrastructures en RDC a fait une visite d'inspection de la voirie en cours de réalisation au chef-lieu de la province du Kasaï oriental. D'abord sur l'avenue Tatokaninda, longue de 3912 mètres, la construction des nouveaux drains se poursuit. Même constat sur la boucle Gémi, où plus de 120 mètres de drains sont déjà construits. Sur l'avenue Kassavubu, Safrimax s'attelle déjà aux travaux des chaussées, un taux d'exécution des travaux jugé satisfaisant par les ministres des infrastructures et travaux publics, la vice-gouverneure du Kasaï oriental et le directeur général de l'OVD. Avec les différents projets, nous avons à peu près 60 km de voirie qui vont être réalisés ici. Et il y a aussi un autre projet en cours de préparation, mais qui n'a pas encore commencé, qui est le projet GMC, qui couvrira à peu près une dizaine de kilomètres, à peu près 13 km exactement. Alors, donc nous avons voulu voir l'état d'avancement des travaux actuellement, et nous avions donné des orientations très claires. Nous savons que la ville de Mbouji-Maï est une ville qui est sujette aux problèmes d'érosion. Et donc, nous avons demandé aux entreprises ainsi qu'à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art. Concernant les projets Tchilégelou, le directeur provincial de l'OVD, ingénieur Trésor Kachala, a fourni toutes les explications techniques au ministre Alexis Guizarro, disposant déjà sur place de 160 tonnes de bitume. Craig 7 projette d'abord l'asphaltage sur 5 km vers mi-octobre prochain. Dans un autre chapitre, au cours du Conseil des ministres tenu vendredi 9 septembre 2022, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a annoncé l'exécution de l'Ouganda sur l'arrêt de la Cour internationale de justice portant sur les réparations de l'invasion de l'Est de la République démocratique du Congo durant la période allant de 1988-2003. Bonne nouvelle pour la RDC. Regardez. Suite à sa condamnation par la Cour internationale de justice, l'Ouganda a exécuté l'arrêt les condamnant à verser plusieurs millions de dollars américains conformément aux réparations de l'invasion de l'Est de la RDC durant la période allant de 1998 à 2003. L'annonce de cette exécution a été faite par la ministre de la Justice Rose Mutombo lors du Conseil des ministres du vendredi 9 septembre 2022. D'entrée des jeux, il faut reconnaître qu'il y a eu un point de départ. Il y a un point de départ. L'indemnisation, ce n'est pas lié au hasard. Il y a eu un souci à un moment donné de l'histoire de la République démocratique du Congo où l'armée ougandaise s'est retrouvée sur le territoire congolais. Et c'est notamment par rapport à leur intervention sur ces territoires qu'il y a eu de soucis et qui ont amené à cette condamnation. La condamnation, il faut le dire, c'est parce que le droit de la guerre a été violé. La guerre est organisée. La guerre est organisée. Il y a en droit international beaucoup de dispositions légales qui organisent la guerre. Et là, il y a eu violation de plusieurs dispositions. C'est ce qui a amené à ce que l'Ouganda soit condamné à indemniser la RDC parce que ayant violé certaines dispositions liées à des dispositions de droit international par rapport à la tenue de la guerre. Elle a rappelé qu'au terme de ces arrêts, le montant intégral dû à la RDC doit être acquitté par l'Ouganda en 5 versements annuels à la hauteur de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre dernier. Sauf erreur de ma part,
ce qui doit être versé, c'est dans le 350 millions et quelques. Dans le 350 millions. Donc, ce qui a été versé, c'est peut-être symbolique. C'est un premier pas. Mais en droit international, il y a aussi des mécanismes qui militent à ce que les États, sinon les personnes intervenantes dans ce secteur, puissent s'exécuter. Si il y a eu 65 millions qui ont été payés, ça veut dire qu'il y a eu un mécanisme qui a abouti, sinon qui a commencé, et il y aura forcément un suivi. Mais dans l'entretemps, il faut reconnaître que s'il y a eu un premier paiement, ça veut dire qu'il y aura d'autres paiements. Tout est fonction de la pression et il faut continuer avec la même logique. Il y a beaucoup de mécanismes permettant à ce que les États entre eux puissent coopérer et puissent exécuter leurs obligations. Madame la ministre, on fait connaître que ces fonds sont logés dans un compte transitoire du ministère de la Justice dans une banque locale et sera actionné d'après l'opérationnalisation effective du fonds spécial de l'indemnisation aux victimes et activités illicites de l'Ouganda en RDC ou à leurs ayants droit et le transfert des signatures à ces organes attitrés en tant qu'établissement public. Bonne nouvelle pour le consommateur de produits vestimentaires locaux. La Sotexki, un ancien fleuron industriel en République démocratique du Congo, va bénéficier d'un montant estimé à 17,5 millions de dollars américains pour son projet de relance. Commentaire Fadilendo. C'était au cœur du Conseil des ministres tenu ce vendredi 9 septembre dernier que le gouvernement congolais a adopté le projet de relance de la filière textile de Kisangani. Consommatrice des produits Sotexki, porteuse de ces pannes, digne de la femme africaine, ces femmes louent l'initiative du ministre. D'abord, moi-même je suis congolaise. Je serais très ravie et très contente de voir ou de porter les pagnes locales, donc la fabrication locale de chez nous. Chaque fois, nous ne voulons pas toujours importer. Nous devons aussi vivre localement. Soit des fois aussi, nous devons aussi exporter. C'est du moins ça. En tout cas, ce sera la fierté d'une femme. La femme doit s'habiller à une tenue décente. En tant que femme congolaise, nous avons vraiment l'habillement approprié. Comme les pagnes, donc les questions. En tout cas, vous serez les bienvenus. Rappelons que la Sotexki est un ancien fleuron industriel en RDC dont la production avait chuté d'au moins 17 millions de mètres de tissu en 1988 à 400 000 en 2021 et de 2500 travailleurs en 1988 à 350 en 2022. Moi, en tant que Congolais, qui a les soucis de son pays, qui a les soucis de l'économie de son pays, je dirais que je suis tellement content aujourd'hui d'entendre qu'une fois le gouvernement congolais a pensé à faire renaître la Sotexki. Parce qu'à une époque, la Sotexki faisait la fierté de toute la RDC, particulièrement de la Chopo et Kisangani. Parce que si vous voyez la Sotexki aujourd'hui, nous étions fiers de porter nos propres habits à nous. Aujourd'hui, il y a des Indiens, il y a d'autres entreprises extérieures qui sont venus s'installer au Congo, qui importent le pain à l'extérieur pour venir au Congo et qui a fait qu'aujourd'hui, ces gens-là ont tué l'économie congolaise en amenant nos devises vers leur pays. Rendons-nous en province pour vous dire que l'exploitation illicite d'or est la cause principale des massacres en Ituri, révèle la coalition des organisations de la société civile du Haut-Ouélé et Ituri pour la gouvernance des ressources naturelles. Une fois de plus, Fadilendo.
La coalition des organisations de la société civile de Haut-Touélé et Ituri pour la gouvernance des ressources naturelles révèle par son rapport que l'or est la cause principale des massacres dans la province de l'Ituri. Les rapports indiquent que l'exploitation illégale de ces minéraux contribue largement dans les financements, les activités des groupes armés. La coalition parle d'une complicité entre les groupes armés, certaines personnalités politiques, militaires et administratives. Les concessions Sokimo 39 et 40 est la grande zone de concentration des groupes armés autour des mines, dit la coalition des organisations de la société civile de Haut-Touélé et Ituri, et que cet activisme a tendance à évoluer dans la concession 38 en province du Haut-Touélé. Ces organisations indiquent plusieurs rapports, notamment des groupes d'experts des Nations Unies sur la RDC ont déjà décrié ces liens directs entre l'exploitation aurifère et l'activisme des groupes armés en Ituri. Sachant que les 5 territoires de l'Ituri sont riches en minéraux, la coalition des organisations de la société civile estime que les détenteurs du pouvoir public doivent penser à élaborer un plan de paix provincial capable de résoudre ces problèmes aux carrières minières, source de financement des groupes armés. Sachez également que l'administration militaire de l'Ituri a dépêché une équipe à Nyanya dans la chefferie de Bandaka en territoire de Mambasa pour replacer les 2 bornes détruites par les inciviques après la démarcation de la limite administrative entre l'Ituri et le Haut-Touélé dans cette région. Ces travaux de démarcation ont été effectués au mois d'août dernier par les experts de l'Institut géologique du Congo. Suivez. Démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Touélé, 2 bornes sur les 6 placées du côté de Nyanya par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mambasa et de Wamba ont été détruites par les inciviques il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekwapobo. Ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagno ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Ituri à ce sujet. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a de ceux-là qui se sont sentis lésés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être amputés de l'espace qu'ils disaient que cela leur appartenait et que c'est rentré chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées, d'ailleurs à présence de l'équipe des 2 provinces. Alors, pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que la limite est déjà connue sur ce point-là. L'État ne va pas se fatiguer, on va refaire les travaux encore une fois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'administrateur du territoire de Mambasa se trouverait à Nyanya. Il attend son collègue de Wamba pour qu'on en discute maintenant en interne et qu'on remette la paix sociale entre les communautés. L'administration militaire de l'Ituri, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Au député national Daniel Bagno Debout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation de limite ne constitue pas la séparation de 2 peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque peuple, chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la Constitution dans l'article 30. Il dit tout Congolais est libre de s'installer là où il veut. Ça doit rester en application. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyankashima Johnny, soucié de voir le peuple iturien vivre dans un climat de paix et d'harmonie, s'était personnellement impliqué pour la résolution de ces conflits en territoire d'Aru et de Mambasa, à l'issue d'une rencontre bilatérale tenue à Ariwara au mois de mai dernier. Le lieutenant-général Luboyankashima Johnny et son collègue du Haut-Touélé avaient sollicité l'expertise de l'Institut géographique du Congo pour y mettre fin.
En bref, plus de 10 chefs d'établissements scolaires publics de la ville de Lubumbashi ont été suspendus de leurs fonctions pour cause de perception de frais d'inscription ou de réinscription des élèves dans leurs écoles pour l'année 2022-2023, acte qui signifie purement et simplement le non-respect des instructions du gouvernement en rapport avec la gratuité des enseignements. Revenons à Kinshasa pour vous dire que le Front commun pour le Congo reste très sceptique et n'accorde pas foi aux logiciels intégrés de droits, taxes et redevances mis en place par le gouvernement congolais. Selon l'un de ses communicateurs, Eliezer Mibanga, il ne faut rien attendre du régime actuel, surtout en ce qui concerne la gestion des finances. Fadilendo Besbonakawa. D'un sac de charbon, il n'y a pas de farine blanche. Eliezer Mibanga du FCC s'est référé certainement de ces dictons pour qualifier le régime actuel en matière de gestion de finances publiques. Premièrement, j'ai été écœuré d'entendre que le gouvernement venait de lancer un tel logiciel. Et je me demande si c'est une malchance, parce qu'apparemment, tout ce qui est de l'émanation Tshisekedi a un sens ou prévoit déjà un non-aboutissement. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, je vais d'abord savoir si cela a été traité au sein de l'hémicycle. Parce que nous savons tous que l'institut ou l'organe qui est habilité à contrôler le gouvernement, c'est le Parlement. Et au sein du Parlement, on a la commission ECOFIN, qui est censée gérer les finances et toutes ces histoires. Et il y a déjà une institution qui est réglementée par la présidence, qui s'appelle l'IGF, qui est aussi censé faire le même travail. Mais on nous crée encore notre logiciel. Vous savez pas, bon, je ne sais pas si c'est pour encore asphyxier les caisses de l'État, parce qu'il faut s'attendre à ce genre de choses. On aura besoin encore d'une équipe. Il faut dans ce sens-là mettre un DG et tout, et d'où peut-être il faut encore allouer un budget pour ça. Au moment où nous sommes dans l'optique d'essayer un peu de diminuer les trains de vie des institutions. Pour ce communicateur de la famille politique de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, l'existence du logiciel peut faciliter bien de dérapages du côté du pouvoir. Vous savez, nous vivons dans un pays où tout le monde contribue à votre réussite. Et une fois que vous atteignez les sommets, il faut récompenser tous ces gens-là. C'est le système de nos partis politiques. Cette innovation, on ne pouvait pas prendre cela et doter par exemple à l'IGF. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certaines attributions qui sont divisées et données à plusieurs personnes juste pour les récompenser. Vous avez le ministère par exemple du sport et le ministère de la jeunesse. Mais dans des pays, ce sont des choses qui sont incluses et données à une seule personne. Mais au lieu de ça, on nous crée des institutions, on nous crée des histoires qui vont conduire toujours à faire saigner la caisse de l'État. Et moi, je crois que dans un pays sérieux, au moment où nous sommes, ce n'est pas le bon moment surtout. On aura tout vu et tout entendu en RDC, mais l'essentiel reste le salut du peuple. Depuis l'appel du commissaire divisionnaire chargé de l'école et formation au sein de la police nationale congolaise, le général Célestin Kanyama, concernant le recrutement de jeunes au sein de la police, l'opinion publique se pose tant de questions sur la qualité et la quantité des éléments de la police en République démocratique du Congo. Pour nombreux, cet appel risque de ne rien offrir de nouveau au pays vu la mauvaise politique de gestion des hommes en uniforme. C'est aussi l'avis de l'analyste de politique publique Pichou Ngwene Benza Bonakawa Fabrice Banza. À ces sujets du recrutement, la qualité de la police en particulier et des hommes en uniforme en général dépend aussi de la maîtrise des effectifs et d'une bonne politique de gestion des unités de maintien de l'ordre, tel est l'avis de Pichou Ngwene, analyste de politique publique congolais. Je pense que le commissaire devait d'abord commencer à nous donner l'effectif réel de la police nationale. Parce qu'on ne connaît pas l'effectif réel de la police nationale congolaise. Et essayer d'éradiquer certains policiers que nous voyons dans certains coins de la ville. Parfois, vous êtes dans un coin de la ville, je vous donne un exemple, par exemple la commune de Kimbatse, qui est vous allez y voir, la commune d'Ensele. Vous rencontrez un policier, vous avez peur que est-ce que c'est un policier? La façon de s'habiller, la façon où il se présente et la façon dont il traite avec la population, le fait
ne correspondent pas à sa mission. Et là, si on veut réellement recruter, et d'abord l'amélioration des conditions de vie des policiers. Il faut savoir, les policiers ont droit à une ration. La ration, je dirais, chaque jour, normalement. Le policier doit avoir, a droit au transport, aux frais de transport. Les policiers ont droit à un salaire consistant. Ça s'appelle le solde. Mais au Congo, quand même, des salaires médiocres. On apprend, il y a certains policiers dans la ville de Kinshasa ou encore en République démocratique du Congo qui ne sont même pas répertoriés dans le système de la police. Mais aujourd'hui, on veut encore recruter le Congolais pour aller dans le travail le service de la police nationale. Je ne pense pas que les Congolais vont accepter et vont répondre favorablement parce que le traitement de ceux qui sont dans la police n'est pas équitable, n'est pas aussi impressionnant. Ce qui est dit de la police nationale congolaise doit l'être aussi pour l'armée nationale, laquelle souffre d'une bonne prise en charge, d'où la méfiance des potentiels adhérents. Ici, on parle de la police nationale. Qu'en est-il de l'armée congolaise? Aujourd'hui, on est à guerre. Aujourd'hui, Bunagana est sous la prise du royaume de Paul Kagame. Pourquoi pas améliorer d'abord les salaires des militaires et commencer les recrutements au sein de l'armée avant de voir la police nationale congolaise. Et nous demandons et nous supplions chaque jour au président de la République les réformes dans la police nationale et l'armée congolaise. C'est ce qui va tenir tête haute la République démocratique du Congo face à nos pays voisins et pourquoi pas à toute l'Afrique comme on a connu l'autre fois l'époque de Mobutu. L'armée zaïroise était une armée forte et capable de défier toute armée dans l'Afrique ou encore dans les continents. Toutefois, il convient de soutenir l'idée de l'adhésion des jeunes dans la police, gage d'une nation dûment sécurisée. Autre chose dans ce journal, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ne laisse pas sans réaction la population congolaise. Certains parmi ceux qui s'intéressent à la question de la sécurité nationale ne cessent à s'interroger sur l'opportunité et les avantages de la CIA et c'est le cas de Floribéa, président de l'ESBEL Union de Forces Libres et membre du FCC. L'homme prudent voit les mal de loin, dit-on, tandis que la RDC ne voit pas les dangers qui les guettent en s'associant avec ses propres détracteurs. C'est ce que pense Floribéa, président de l'Union des forces libres du Congo, ASBEL, et communicateur du FCC. Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ce sont deux pays agresseurs de la RDC. Et c'est là où nous avons commis une erreur d'aller faire adhérer la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Pourtant, aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est le président de la SADC. Avec la SADC, il pouvait signer, ou d'abord, dans un pays en guerre, vous pouvez faire la guerre en cherchant des alliés qui sont vos amis. Il fallait d'abord savoir qui sont les pays amis de la RDC. On peut citer l'Afrique du Sud, on peut parler de l'Angola, on peut dire l'Égypte, ou même on pouvait signer même avec les Libye ou la Tunisie. On ne peut pas signer les accords avec déployer les forces de même race. Tous sont des nilotiques. Les Burundais sont des nilotiques, les Ougandais sont des nilotiques, les Rwandais sont des nilotiques et même les Kenyans sont des nilotiques. Autre souci de ce Congolais, c'est sur la gestion de la logistique opérationnelle, mais aussi le nombre de communautés auxquelles la RDC doit adhérer. Maintenant, moi je me demande, comment est-ce que cette situation va se passer? Est-ce qu'on aura une identification facile? Ça, c'est un cas qui se pose. Et pour le deuxième cas, la logistique, comment ça sera géré? Est-ce que les frontières de notre pays seront gérées par des forces de sous-région ou ça sera de FARDC qui vont gérer nos frontières? Et tout ça, nous disons, on n'est pas du tout contre de signer des accords pendant que nous sommes agressés, mais nous demandons qu'on puisse signer des accords de maturité. C'est-à-dire nous devons tenir compte de l'indépendance de notre pays et tenir compte de la souveraineté de notre pays. Et on ne peut pas faire adhérer la RDC dans toutes les communautés. On n'a pas besoin d'être partout. On a besoin de rester même dans 2 ou 3 communautés, mais être à l'aise, se sentir à l'aise. Toutefois, la souveraineté ne se discute pas. Elle s'obtient et se conserve. Que veut le Congo? Aux Congolais de répondre.
La population quinoise reste très regardante à la gestion de leur environnement vital, la capitale du Grand Congo. À ce sujet, nombreux sont ceux qui pensent que les bilans du gouverneur Jean-Tini Ngobila est alloué au vu des efforts et actions visibles qui parlent d'elles-mêmes. Dieudonné Kaninga, quinois des souches, n'est pas passé à côté. Benz Bonakwa nous fait savoir le constat de ces quinois. Pendant que les observateurs quinois chargent le gouverneur de la ville pour mettre Dieudonné Kaninga, l'un des communicateurs pour les comptes de l'action du gouverneur Jean-Tini Ngobila, ces allégations formulées contre le premier quinois sont bien fausses. Le gouverneur Ngobila n'est pas seulement en train de réhabiliter les routes, mais le gouverneur Ngobila est en train de construire des routes là où les routes n'existaient pas. Vous savez, il y a des communes, il y a des quartiers, il y a des coins de la République depuis 1960 qu'on n'a jamais vu le macadam. Les enfants ont grandi, ont totalisé plus de 17 ans dans un coin de la capitale qui n'ont jamais vu un véhicule, une voiture. Mais aujourd'hui, grâce à Jean-Tini Ngobila, l'avenue de la paix de Kisenso a été réhabilitée, a été construite. Aujourd'hui, grâce à Jean-Tini Ngobila, la direction telle que Chaba, Assosa, Birmanie, dans la commune de Kassavouvou jusqu'à la commune de Bumbu Selemba sont en train de vivre un changement. Aujourd'hui, avec Jean-Tini Ngobila, le long du boulevard Lumumba, le long du boulevard du 30 juin, l'avenue Elengesa, le prolongement de cette avenue. Et aujourd'hui, nous, les Quinois, nous sommes très satisfaits du travail que Jean-Tini Ngobila est en train de faire à la ville de Kinshasa, contrairement aux détracteurs qui pensent que le gouverneur ne s'occupe plus de la ville, il s'intéresse plus à son parti politique. C'est faux et archi faux. Fermeture du grand marché, interdiction de marché pirate. Dieudonné Kaninga y place un mot. Le problème de marché pirate dans l'ensemble de la ville, ça dérange les Congolais. Ça nous dérange, ça ne donne pas la beauté de la ville. Nous avons besoin de voir la ville de Kinshasa dans son esthétique, dans son image par rapport aux autres villes. Et il y a des marchés construits et aujourd'hui, la population congolaise, nos mamans, ne veulent plus occuper les tables qu'ils ont conçues pour eux pour vendre. Ils préfèrent de se laisser dans le danger en cours de route. Et cela fait très mal. Vous avez vu ce qui s'est passé à Matadi-Kibala. Vous avez vu combien de fois des accidents le long du boulevard Lumumba. Cela fait vraiment mal. Voilà pourquoi nous voulons rendre cette ville propre. Car la ville de Kinshasa est l'image de la République démocratique du Congo. C'est le miroir même de la République démocratique du Congo. Au peuple des jugés. L'espoir de Kintambo, Chris Lupuku, s'est rendu ce samedi 10 septembre dans la commune de Kintambo pour compatir à la douleur de maman du marché de Kintambo qui avait perdu l'administrateur de ces marchés, Jean Osembe, il y a de cela quelques semaines, en leur remettant des kits scolaires composés de quelques cahiers et promet de répondre aux différentes préoccupations auxquelles elles feront face. Jocelyne Mwanda nous en parle. Fanfare et tam-tam au rythme de quelques chants connus par la population, danse, cris de joie de part et d'autre. C'est dans cette ambiance que celui qu'on appelle l'espoir de Kintambo a fait son entrée dans ce marché de Kintambo. Faisant le tour du marché, Chris Lupuku, fils de Kintambo, a recueilli quelques demandes des mamans du marché Kintambo, confrontées à des différentes difficultés liées à leur métier avant de leur remettre quelques cahiers pour assurer la rentrée scolaire de leurs enfants écoliers. Ces femmes du marché Kintambo n'ont pas manqué à leur tour de manifester leur joie aux gestes posés par leurs fils. Je suis animée de tristesse car nous avions perdu le chef du marché Kintambo, mais aussi remplie de joie car Dieu nous a envoyé Chris Lupuku qui nous a remis les cahiers pour la rentrée des classes de nos enfants. Nous sommes très émus. Après cet accueil chaleureux, Chris Lupuku a exprimé quant à la qualité de l'accueil lui réservé et a lancé un message d'espoir à l'égard de ses mamans. Comme vous le savez, je suis un natif de Kintambo. Ces mamans du marché Ouenze à magasin Kintambo viennent de connaître un événement vraiment triste. Elles ont perdu leur administrateur il y a déjà une semaine. Alors depuis, elles se posent des questions sur le sort du marché.
Alors en tant qu'enfant de Kitambo, en tant que moine à Kitambo, comme on m'appelle souvent, j'ai accepté de prendre cette lourde charge et d'apporter mon soutien beaucoup plus moral à ces mamans pour leur dire que non, voilà, vous pouvez désormais compter sur votre enfant qui est vraiment une personne qui est choquée à cause de ce qui s'est passé. J'ai voulu en même temps faire beaucoup de choses, apporter un message d'espoir, apporter un message d'assurance que non, voilà, vous pouvez plus jamais en tout cas, bien qu'il y a de cela une semaine depuis qu'elles ont commencé à pleurer. Donc vous pouvez plus pleurer, je suis là. S'il y a un souci, un problème, je sais que j'ai pas tout ce qu'il faut pour décanter ce qui se passe généralement dans des marchés, mais avec le peu que j'ai, je peux apporter mon assistance et j'espère qu'elles seront les bienvenues. La présidente intérimaire du marché Kitambo, Annie Benda, n'a pas manqué les mots à l'égard de leur fils Chris Lipuku pour cet acte si louable. Nous sommes très émus de dons offerts par notre fils Chris Lipuku. Nous l'accueillerons toujours à bras ouverts à Kitambo. Retenons que d'autres projets envisagés par l'espoir de Kitambo, Chris Lipuku, seront accomplis l'un après l'autre afin de satisfaire aux besoins de la population de Kitambo. Et puis, dans le monde, 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III a officiellement été proclamé roi ce samedi 10 septembre 2022. La cérémonie télévisée pour la première fois a eu lieu au palais Saint-James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs. La précédente avait eu lieu en 1952 quand Elisabeth II avait été proclamée reine. Suivez. C'est une cérémonie très codifiée qui s'est tenue ce samedi 10 septembre 2022 au Palais St. James de Londres. Bien que son couronnement ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs semaines, Charles III a officiellement été intronisé roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en présence de centaines de personnalités anglaises, dont l'actuelle première ministre Liz Truss, ainsi que ses prédécesseurs. Lors de son discours, le nouveau roi a longuement salué sa mère, la reine Elisabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre, et a promis de suivre son exemple. Mesdames et messieurs, chers lords, c'est mon devoir le plus triste d'annoncer la mort de ma mère bien-aimée, la reine. Je sais à quel point toute la nation, et j'ose dire le monde entier, m'accompagne dans cette perte irréparable que nous avons subie. C'est une consolation pour moi de savoir toutes ces affections exprimées à moi, à mes frères et sœurs, et cet appui s'étend à toute ma famille face à cette perte. Pour toute notre famille et pour ce royaume et la famille des nations qui y appartiennent, ma mère a donné un exemple de service et le règne de ma mère n'a pas eu d'égal dans sa durée, sa diversion et sa dédication. Et nous devons être reconnaissants à toute sa vie loyale. Et je suis conscient de cet héritage et des devoirs et des responsabilités de souveraineté qui me sont maintenant transmises. En acceptant ces responsabilités, je ferai de mon mieux pour suivre l'exemple qui m'a inspiré et selon le gouvernement constitutionnel afin de chercher la paix, l'harmonie et la prospérité des gens de nos îles et des territoires de notre royaume dans le monde entier. Et pour cela, je sais que je serai accompagné par l'affection et la loyauté
des personnes qui m'ont amené ici et le conseil de leurs parlements élus me guidera dans cette tâche. Je suis encouragé en toutes ces actions par... Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et surtout, bon week-end chez vous. Au revoir.